Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à cette émission d'après-course du Grand Prix d'Italie disputé à Monza. Comme ce fut le cas avec le Grand Prix des Pays-Bas la semaine dernière, je serai seul pour revenir sur cette course qui a vu Max Verstappen remporter une première victoire depuis celle en Émilie-Romagne au mois de mai. Verstappen a remporté cette course en 1h13 minutes et 24,325 secondes, ce qui est le Grand Prix complété le plus rapide de l'histoire du sport en championnat du monde. Évidemment, il y a eu, on pourrait dire statistiquement, il y a eu des courses qui se sont terminées plus rapidement, mais pour la plupart, entre autres, Belgique 2021, Australie 91, Espagne 75, Malaisie 2009, Autriche 75, ce furent des courses qui furent entre autres, soit arrêté après drapeau rouge complètement ou tout simplement stoppé, puis on a dû recommencer l'épreuve. Il y a aussi Italie, Monaco et Belgique. Monaco 84, Italie 78 et Belgique 2001 qui se sont terminés, qui ont été complétés, mais avec le drapeau rouge. Alors, Italie 2025 est la course complétée du début jusqu'à la fin la plus rapide, battant celle de 2023. En plus de ça, Verstappen, non seulement il a battu le record pour la qualification la plus rapide de l'histoire du sport, avec une vitesse moyenne de 264 points. Bon, j'ai perdu. C'était une qualification de 264,682 km/h. C'était le record moyen qu'il a battu. Il a battu celui de Lewis Hamilton qui était de 264,363 km/h en 2020. Il vient aussi de battre le record pour la vitesse moyenne la plus rapide en Grand Prix. Donc, il a complété la course en moyenne à 250,706 km/h. C'est 3 km en moyenne de plus que ce que Michael Schumacher a réalisé lors de ce même Grand Prix en Italie il y a 22 ans de cela. Mais tout ça pour dire, au-delà des statistiques, que Max Verstappen est revenu au sommet. Il a été relativement intouchable, malgré un départ un peu brouillon, on pourrait dire. Oui, il est resté devant Lando Norris, mais il a légèrement poussé un peu hors piste. Il a dû redonner la place au pilote britannique pour éviter toute pénalité, mais finalement, il ne s'est rien passé aux yeux des commissaires. Et ensuite, quelques tours plus tard, Verstappen a dépassé Norris pour ne jamais être inquiété. De plus, Verstappen a été tellement rapide tout au long de cette épreuve et même tout au long de la journée de la journée de samedi et dimanche. Je n'aurais même pas pensé que Verstappen allait être en tête et même obtenir la pole position. Je pensais que ça allait être McLaren qui allait s'échapper avec la victoire. Mais ce que Verstappen a réalisé, surtout avec les réglages qui a été fait, le feeling qu'il avait avec la voiture, c'était tout simplement du grand max. Et il n'a commis aucune erreur après le départ où il a court-circuité la chicane. Et je pense que c'était là le point de contention en plus. Mais depuis, il n'a jamais été inquiété. On a retrouvé le Max qu'on connaît tant, capable de gérer une course. Et même, il y a eu aussi une frousse après qu'il se soit arrêté pour des pneus durs. Donc, l'arrêt, en fait, la stratégie de base, alors qu'il partait en médium. Il y a eu un moment où Carlos Sainz et Ollie Bearman se sont accrochés à la deuxième chicane. On pensait que ça allait entraîner une voiture de sécurité, que ce soit physique ou virtuelle, avec des débris, mais finalement, les débris étaient hors de la zone
était dans la zone de dégagement et vraiment pas dans un état où ça nécessitait la visite des commissaires de piste pour nettoyer la piste. Et même là, les deux pilotes qui ont été impliqués dans la collision ont été en mesure de repartir sans s'arrêter en plus et même sans laisser d'autres dégâts sur la piste. Donc, il y a eu quand même une légère frousse du côté de Red Bull et surtout, Verstappen n'a jamais été inquiété. Mais vraiment, on a retrouvé, comme je l'ai dit, le Verstappen des deux beaux jours avec une voiture qui, lui, facilitait vraiment la tâche ce week-end. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire de Verstappen parce que, pour vrai, il ne s'est pas passé grand-chose avec lui. Il a été capable de dominer cette course sans prendre de risques et surtout, malgré le fait que son ingénieur de piste lui a dit de ne prendre aucun risque, ce qu'il a fait. Il y a eu même un petit moment dans ce dont je vais parler après où on explique que McLaren a dû inverser les positions entre ses pilotes et Verstappen a dit à cause d'un arrêt au puits raté. Et Gianpiero Lambiase, l'ingénieur de piste de Verstappen, lui a dit, écoute, c'est pas de nos affaires. On va se concentrer sur notre course. On a une avance de 18-19 secondes. On va pas se laisser déconcentrer en parlant de ce qui se passe à l'extérieur de la nôtre. Alors, c'était quand même intéressant à voir. Donc, c'était full focus, mais on pouvait en discuter un petit peu avec l'avance qu'on avait. Donc, pour Verstappen, c'était une 66e victoire en carrière, une première depuis justement le Grand Prix d'Émilie-Romagne, donc il complète le doublé en Italie. Je sais qu'il avait gagné en 2023, il avait gagné les 3 courses aux États-Unis, mais là il complète le doublé en sol italien. En arrière, il a réussi à battre les 2 McLaren qui, soyons honnêtes, n'étaient pas en mesure de rivaliser avec la Red Bull du Néerlandais. Oui, Norris était passé proche d'obtenir la pole, mais en course, c'était une autre histoire. Après que, justement, Verstappen l'ait dépassé quelques tours après avoir mené, Norris n'était plus dans le coup. Mais il était suffisamment devant Oscar Piastri qui, lui, a dû au début se battre contre Charles Leclerc qui lui avait subtilisé la 3e place au départ. Et d'ailleurs, je dois dire, j'ai été très déçu de la réalisation qui nous a omis de montrer en reprise le magnifique dépassement de Piastri à l'extérieur du premier Lesmo. Ça, c'est définitivement un des plus beaux dépassements de la saison. Je sais que c'est la première course du mois de septembre, mais c'est un candidat potentiel pour remporter le titre de dépassement du mois en Formule 1. Malheureusement, la direction ne nous a pas montré la reprise. Je sais qu'il y a eu plein d'actions dans les premiers tours, mais quand même, il aurait pu nous montrer ça. C'était magnifique. Et il a fallu attendre l'après-course sur la chaîne YouTube et F1 TV de la F1 pour le revoir. Mais tout ça pour dire que autant Norris que surtout Piastri n'étaient pas en mesure de se rapprocher de Verstappen et il a fallu espérer que l'accrochage entre Behrman et Sainz se termine avec soit un abandon dans les deux ou bien beaucoup de débris pour ce qui allait nécessiter l'intervention de la voiture de sécurité autant physique que virtuelle pour que les deux s'arrêtent. Et là, malheureusement, ça ne s'est pas produit. Verstappen a été, entre-temps, en mesure de se retrouver à l'intérieur de la fenêtre de la voiture de sécurité pour de la distance pour couvrir justement la voiture de sécurité. Et McLaren a
tout fait, même en tentant d'aller chercher des pneus tendres pour rattraper justement Verstappen, mais rien à faire. La Red Bull, la Red Bull du numéro 1 était tout simplement intraitable aujourd'hui. Donc, c'était ça. Par contre, le point qui a retenu l'attention de ce Grand Prix, c'est l'échange de position vers la fin où McLaren a demandé à Oscar Piastri de laisser passer Lando Norris. Donc, dans le contexte, Piastri s'arrête en premier pour passer des médiums au tendre. C'est un arrêt tout à fait normal, c'est bien. Tour suivant, c'est Norris qui s'arrête. Malheureusement, c'est un arrêt de 6 secondes. C'est un arrêt qui est lent parce que McLaren avait eu du mal à remettre, à tout simplement poser le pneu avant gauche. Et Norris, qui était confortablement deuxième, revient derrière Piastri. Et là, on se dit, c'est terminé. Ça va être une avance de 37 points que Piastri aura sur Norris. Sauf que à la radio, le pit wall de McLaren demande à Piastri de laisser passer son coéquipier. L'Australien n'était pas d'accord. Il disait, on me disait que un arrêt au puits lent, ça faisait partie de la course. Je trouve ça injuste, mais si vous me le dites que c'est nécessaire, je le ferai. Je ne vais pas avoir d'objection à le faire. Et quelques secondes après la fin de la conversation, Piastri a laissé Norris passer sur la ligne droite. Sur le coup, je trouvais que c'était un peu loser de le faire, mais au final, et on me l'a expliqué aussi sur Blue Sky, que c'est un peu ce qui s'était passé avec Budapest lorsque Piastri avait eu... là, c'était la situation inverse. Bon, ça s'est étiré un peu vers la fin, mais Norris a laissé passer Piastri pour que ce dernier revienne en tête et gagne son premier Grand Prix en carrière. Et là, il y a eu tout ce tollé, en fait, de pourquoi McLaren a fait ça. Certes, dans les deux cas, surtout là, dans le cas où on est aujourd'hui, je sais que c'est chiant, autant pour Norris, parce que c'est lui qui est victime de l'arrêt au puits lent, que Piastri qui est obligé de donner la position à son coéquipier, mais je trouve au final que c'est fair, que c'est juste de faire ça parce que le but original, c'était de couvrir Charles Leclerc qui se rapprochait à quand même une bonne distance, surtout que les pneus médiums commençaient à s'effriter. Ils étaient carrément en fin de vie rendus là. Donc, c'était surtout pour couvrir les deux. Puis aussi, Piastri avait pris la décision de s'arrêter premier parce que encore là, il y avait cette crainte que la voiture de sécurité arrive. Comme ça, si jamais on s'arrête premier, au moins Piastri pourrait revenir devant Norris et tout ça. Et idem pour Norris. Et surtout encore une fois, dans le cas où justement la voiture de sécurité devait intervenir un peu plus tôt. McLaren s'en serait peut-être sorti avec un arrêt au puits gratis, les pneus tendres pour couvrir justement Verstappen qui était en dur. Alors, c'est ça. Moi, je pense que c'est chiant pour les deux pilotes, mais dans les circonstances, je pense que McLaren a fait la bonne affaire. C'est plate dit de même. C'est dommage dit de même. Mais
Je pense que c'était la chose à faire. Et d'ailleurs, juste avant d'enregistrer cet épisode, dans l'après-course justement de que vous pouvez trouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube de la Formule 1, Andrea Stella, le directeur d'équipe de McLaren, a dit que l'échange de position n'a absolument rien à voir avec l'abandon de Lando Norris au Grand Prix des Pays-Bas, parce que l'abandon de Norris à Zandvoort non seulement n'a rien à voir avec lui et n'a rien à voir avec McLaren, c'est un problème mécanique qui s'est produit. Mais là, ici aux Pays-Bas, ça n'a rien à voir avec Norris, mais c'était une erreur de McLaren. C'est l'erreur du mécanicien qui a eu de la difficulté à mettre la roue avant gauche. Donc, là-dessus, comme je l'ai dit, tout ça, c'était vraiment pour couvrir Charles Leclerc et pour protéger, entre autres, la 3e position. Et même là, pour Piastri, il ne perd que 3 points. Donc, là-dessus, je ne vois pas grand-chose à faire. Oui, je sais que pour Oscar, il aurait aimé avoir cet avantage de 3 points de plus sur Norris, justement dans l'éventualité où quelque chose arrive, mais là-dessus, McLaren a fait ce qu'elle a à faire. C'est l'équipe avant tout. Puis, ça permet aussi de continuer à harmoniser la relation entre les deux pilotes, parce que je sais que on s'attend à ce que on ait un autre Senna Prost ou Piquet Mansell, voire même dans les temps un peu plus modernes, à Hamilton Rosberg, mais je ne vois même pas ça entre les deux. Les deux s'entendent très bien. Puis même dans le cool-down room, dans la salle avant le podium, les deux parlaient, là. Donc, c'était pas... Il y avait pas de tension. Certes, Piastri était frustré parce qu'il a dû céder sa place à Norris, et Norris était frustré parce que était peut-être frustré à cause de l'arrêt au puits lent, mais l'ordre a été rétabli, donc c'est tout à fait normal. Puis même j'ai entendu Norris après la course avec Lawrence Barretto dans l'après-course dire c'était quelque chose qui avait été discuté avant la course dans le briefing pré-course, donc c'était quelque chose qu'il fallait s'attendre. Alors, c'est ça. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire du côté de ce qui s'est passé. Je sais pas, vous, comment vous avez interprété ça. Est-ce que vous trouvez que peut-être Piastri aurait dû désobéir dans la situation? Est-ce que vous pensez que ça s'était fait pour McLaren? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Parce que moi, je pense que... Dans le coup, j'ai pensé que c'était un peu loser. Mais au final, plus tu y penses, plus c'était la chose à faire pour McLaren de le faire. Du côté de Ferrari... 4e pour Charles Leclerc et 6e pour Lewis Hamilton. On va se le dire, il n'y avait aucune chance que Charles Leclerc reproduise l'exploit qu'il avait fait à Monza l'année dernière en gagnant le Grand Prix d'Italie. Et pourtant, Leclerc partait à la même position à laquelle il est parti l'année dernière, mais mais le contexte est que Ferrari avait décidé de dire, écoutez, finalement, un arrêt, c'est mieux que d'en faire 2 sur une piste qui a été resurfacée. Là, ce n'est plus le cas. Et même là, la Ferrari n'était jamais dans le coup pour aller gagner cette épreuve. Leclerc, en début de course, je l'ai trouvé vraiment bon défensivement en tentant de rester coude à coude face à Oscar Piastri. Oui, j'ai parlé de ce magnifique dépassement de l'Australien sur Leclerc, mais Leclerc a été capable de revenir sur l'Australien, de le dépasser, et
c'est ça. Malheureusement, Leclerc a été obligé de capitaliser et de se concentrer sur sa propre course. Et même là, je pense un peu plus tard dans l'épreuve, Leclerc avait demandé à son ingénieur de piste, s'il n'y a plus de risque, pourquoi vous me faites arrêter maintenant? Parce que dans le contexte, George Russell s'était arrêté plus tôt pour tenter de faire un plus long relais et gagner plus de terrain pour que quand Leclerc s'arrête, Russell passe devant lui. Ça a fonctionné, mais Leclerc était un petit peu dubitatif quant au timing de l'arrêt au puits. Certes, c'était trop tôt, mais ça a failli rapporter parce que quand même, Leclerc finit à 4 secondes de Oscar Piastri parce que McLaren a décidé de prolonger l'arrêt des médiums pour aller entendre. Mais quand même, ça a été une course plus que correcte pour Charles Leclerc. C'était pas wow. 4e, comme Jacques Villeneuve le disait en après-course, c'est pas dans les standards de Ferrari à Monza, mais il faut en prendre et en laisser. C'était ce que Ferrari pouvait faire. D'un autre côté, Lewis Hamilton, pour son premier Grand Prix d'Italie en tant que pilote Ferrari, ça s'est bien passé. Il était déjà pénalisé de 5 places pour le non-respect des drapeaux jaunes avant le Grand Prix des Pays-Bas la semaine dernière. Donc, il s'était qualifié 5e, est parti 10e. A fait un bon départ, on avait eu un petit peu de doute quant à l'enquête pour le premier tour où il a obtenu un avantage avec Yuki Tsunoda, ou je ne sais pas si c'était l'inverse, mais Hamilton a été capable de faire sa course en dépassant quelques pilotes, donc il a gagné 4 places comparé à sa position de départ, donc là-dessus Hamilton a fait sa course, moins inquiété que prévu, mais ça s'est bien passé au final, mais 4e et 6e, c'est pas dans les standards de Ferrari à Monza, mais comme j'ai dit, dans les circonstances, c'est bien. Si Max Verstappen a très bien fait, il faut quand même que je parle de 2 pilotes qui ont été excellents aujourd'hui durant la course. Alex Albon, quand même, termine 7e après une très mauvaise qualification. Il est parti 14e aux côtés de son coéquipier Carlos Sainz, mais il a fait une course vraiment comme ce qu'il a fait à Zandvoort la semaine dernière, sans erreur, a été constant sur son rythme de course. Certes un peu dérangé par le fait qu'Andrea Kimi Antonelli l'a poussé hors piste, ce qui a entraîné une pénalité de 5 secondes pour l'Italien, mais Albon, encore une fois, a ramené Williams dans les points. Ce sont 6 gros points quand même pour continuer à solidifier la 5e place de l'équipe britannique au classement des constructeurs, pardon. Donc, Albon vraiment a été 2 courses consécutives vraiment bonnes pour le pilote thaïlandais, et vraiment il mérite les fleurs pour ça. Gabriel Bortoleto aussi, déjà Sauber a été découragé avec l'abandon avant l'extinction des feux pour Nico Hülkenberg, ce qui entraîne un did not start, donc c'est pas un départ de course en raison d'un problème hydraulique, mais Bortoleto a sauvé la mise pour Sauber en allant chercher une 8e place quand même, donc c'est 4 points de plus, et a eu quand même un peu d'air frais parce que Fernando Alonso lui a donné encore une fois la vie dure. Son agent lui a donné la vie dure, entre autres avec cet arrêt au puits où Alonso était derrière lui et a décidé de freiner
tardivement, tout en respectant la limite de vitesse dans la ligne des puits. Et Aston Martin a fait un très bel arrêt. Alonso est revenu devant Bortoleto. Et Bortoleto, je pense, était sorti derrière Liam Lawson, qui, lui, était loin derrière en partant d'étendre et en s'étant déjà arrêté pour des durs. Donc, c'était 2 places perdues pour Bortoleto. Heureusement, il en a gagné une en dépassant Lawson et en gagnant une parce que Fernando Alonso a abandonné sur un bris de suspension à la sortie de la variante Ascari. Donc, c'était une position de plus. Et il avait aussi gagné on va dire entre guillemets, gagné une place de plus avec le très mauvais départ de Kimi Antonelli. D'ailleurs, il faut en parler d'Antonelli. C'était une bonne qualification samedi. C'est qualifié 6e. Très bien. Mais a perdu des positions au départ. Il a perdu 4 places. Le jeune Italien, la jeune recrue italienne. Et j'ai trouvé que c'était brouillon dans les circonstances où justement il a été pénalisé pour 5 secondes pour conduite erratique face à Alex Albon, justement. A eu de la difficulté même à maintenir son rythme. Alors, oui, il marque des points. C'est quand même, je pense que c'est sa 2e course en Europe où il marque des points. Il avait terminé 10e en Hongrie. Mais c'est des moments très difficiles pour la jeune recrue. Et je sais que là, il y a Jacques Villeneuve qui le vilipende, surtout depuis le contact qu'il a causé avec Charles Leclerc aux Pays-Bas. Et je sais que c'est une recrue. Je sais qu'il a 19 ans. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent est-ce qu'on l'a amené un petit peu trop tôt en Formule 1? Mais ça reste quand même que Antonelli, c'est un diamant en polir. Je sais qu'on le compare, on dit que c'est un futur Max Verstappen. Mais il va falloir que Mercedes resserre un peu la vis. Parce que je sais que Toto Wolff a souvent l'habitude de défendre Antonelli. Et avec raison, je veux dire. Je sais qu'il y a eu des recrues qui sont passées en Formule 1 et qui ont été des navets. Mais Antonelli est loin d'être un navet, justement. Il nous l'a prouvé dès les premiers Grands Prix. Il a obtenu son podium à Montréal. Il est capable de conduire. Il est capable de l'être. Mais il faut aussi, et ça c'est chiant de le dire pour une recrue, qu'il soit tenu responsable pour ses actes. Donc là-dessus, Antonelli, son départ, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Encore là, on n'a pas beaucoup mis l'accent là-dessus, mais il a quand même perdu 4 places après le premier tour. C'est pas supposé arriver. À moins qu'on découvre plus tard qu'il y a eu contact avec Tsunoda ou Hamilton ou qui a été englué au départ pour quelconque raison. Mais c'était pas une course facile pour Antonelli. Je m'attendais à mieux de sa part, surtout après une belle qualification. Oui, un vendredi brouillon, il s'est retrouvé dans le gravier, où il a perdu du temps. Mais après une qualification aussi remarquable en se qualifiant 6e, qualifié en 7e, promu 6e, je me serais attendu à mieux de sa part. Donc, j'ai parlé d'Albon, j'ai parlé de Bortoleto qui ont bien fait, mais que dire d'Isaac Hadjar? Fraîchement débarqué avec son premier podium en Formule 1 avec sa 3e place. Le Français a eu une qualification plutôt difficile. Il dit qu'il a été bloqué par Carlos Sainz. Alors, Racing Bulls a décidé, tu sais quoi?
On va changer les unités de ton groupe propulseur. Tu vas partir de la ligne des puits. Tu vas partir avec la gomme dure. Donc, fais le mieux que tu peux. Si tu finis dans les points, ce sera un cadeau pour nous. Et c'est ce qu'il a fait. Il a terminé 10e. Il est parti de la ligne des puits et il a terminé 10e. Vraiment, c'était une autre performance solide. Et encore une fois, je l'ai dit, je pense que le débat est clos pour le titre non officiel de recrue de l'année. Parce que, bon, oui, il y a eu le contact entre Sainz et Berman qui l'a aidé parce que je pense que les deux étaient déjà devant Hadjar. Mais le fait qu'il soit revenu devant Liam Lawson et Yuki Tsunoda qui étaient partis devant eux, ça l'a aidé aussi. Alors, vraiment, Hadjar mérite une mention très honorable pour sa 10e place. Et c'était même le premier à s'arrêter de ceux qui partaient en dur, puis il a réussi à finir devant les Esteban Ocon et Lance Stroll. D'ailleurs, Ocon a une pénalité de 5 secondes pour avoir forcé Stroll hors piste à la deuxième chicane avec une excuse tellement facile de dire « Ah ben la piste est devenue plus étroite lorsque j'ai voulu protéger ma position face à Stroll. » C'est une pénalité de 5 secondes qui était entièrement méritée. Stroll qui n'avait pas vraiment de rythme au final, qui a fait du mieux qu'il a pu pour essayer de rester proche du top 10. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ce qui a fait en sorte que Hadjar a marqué 1 point pour Racing Bulls et ça a fait du bien. Alors, je dois dire vraiment un énorme chapeau à Hadjar pour sa 10e place. Vraiment une autre magnifique performance de la part du pilote français. Sinon, parlant justement de Berman et Sainz, dommage pour Sainz parce que je pense que les deux Williams pouvaient se retrouver dans les points et je pourrais même dire qu'est-ce qui se serait passé si Nico Hülkenberg qui s'était qualifié et partait 12e n'avait pas eu ce problème hydraulique. Est-ce qu'il aurait été en mesure de se battre pour les points? Même chose pour Ali Berman aussi, qui au final se retrouve avec une pénalité de 10 secondes qu'il a servi en piste. Donc, entièrement mérité. Yuki Tsunoda, faut en parler. Peut-être que j'en parlerai dans un texte post-Grand Prix d'Italie. Parce que sérieusement, ça m'inquiète parce que Tsunoda est pas mal dernier parmi les pilotes qui ont participé à tous les Grands Prix cette saison. Alors, ça m'inquiète sérieusement la forme de Tsunoda. Je sais que la deuxième Red Bull, c'est une malédiction, mais Tsunoda, c'était compliqué aujourd'hui. C'était vraiment compliqué aujourd'hui. Et en plus, sentir quand même, dû au fait que c'était un incident de course, le léger contact avec Liam Lawson. Alors, il est parti 9e. Il est parti 9e, c'est qualifié 10e, mais avec la pénalité d'Hamilton, il est parti 9e, puis fini hors des points et 13e derrière Ollie Berman. Ça fait un peu mal. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Grand Prix qui, oui, les premiers tours étaient pimentés, mais ensuite, ça a été un petit peu plus difficile à suivre.
Puis, comme j'ai dit, 1h13, ça a passé comme une flèche. Alors, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, en fait, du Grand Prix d'Italie. Alors, pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à dire au final. Donc, je vais vous donner le classement des pilotes après cette épreuve, à moins qu'il y ait eu des problèmes, mais je ne pense pas. Alors qu'on me donne alors qu'on me dit que, bon, Lance Stroll et Fernando Alonso ont reçu des avertissements pour ne pas avoir respecté les consignes de la direction de course avant le départ concernant, en fait, le fait qu'ils aient été un petit peu en avant de la ligne pour leur tour de reconnaissance en sortant de la ligne des puits, mais ça, c'est pas vraiment avec une grande importance. Bref, voici le classement des pilotes après le Grand Prix d'Italie. Oscar Piastri est toujours en tête maintenant avec une avance de 31 points sur Lando Norris, donc c'est 324 contre 293. Max Verstappen, toujours troisième avec 230 points. George Russell est quatrième avec 194. Charles Leclerc, cinquième avec 163. Lewis Hamilton est sixième avec 117 points. Alex Albon maintenant passe en septième place avec 70 points. Kimi Antonelli chute au huitième rang avec 66 points. Isaac Hadjar est maintenant devant Nico Hülkenberg avec 38 pour le Français contre 37 pour le pilote Sauber. Au classement des constructeurs maintenant, McLaren est toujours en tête avec 617 points. Ferrari est toujours deuxième avec 280 points. Mercedes est troisième avec 260 points. Red Bull est quatrième avec 239 points. Williams, cinquième avec 86 points. Aston Martin est sixième avec 62 points, mais maintenant, Racing Bulls a un point de retard sur l'équipe en vert à la septième place. Sauber se rapproche aussi avec les points de Bortoleto, huitième avec 55 points. Haas reste avec 44 points à la neuvième place. Et Alpine, qui était nulle part, est toujours dixième avec 20 points. C'est maintenant l'heure de parler je vais vous donner les résultats de F2 et de F3 parce que la F2 revenait après une longue période de vacances. Alors, dans la course principale, Luke Browning a obtenu sa première victoire en F2. Devançant Joshua Doxon et Pep Marty. Raphaël Villa-Gomez termine quatrième. Leonardo Fornaroli, cinquième. Dino Beganovic, sixième. Gabriel Emini, septième. Richard Verschoor, huitième. Sébastien Montoya, neuvième. Et John Bennett obtient son premier point en F2 en terminant dixième. Dans la course sprint, Fornaroli a gagné le sprint devant Arvid Lindblad et Joshua Doxon. Richard Verschoor, quatrième. Roman Stanek, cinquième. Dino Beganovic, sixième. Gabriel Emini, septième. Luke Browning complète ce qui marque des points dans le top 8 avec la huitième place et neuvième, dixième, juste pour le fun, Pep Marty et Sébastien Montoya. Au classement de la F2, Leonardo Fornaroli reste en tête avec 174 points. La victoire de Browning dans la course principale lui permet de passer au deuxième rang avec 153 points. Richard Verschoor est troisième avec 144 points. Jack Crawford, est maintenant quatrième parce que j'avais dit dans le podcast parlant de Cadillac qu'il était quatrième au classement avant le Grand Prix d'Italie. Maintenant, il était deuxième, il a chuté. Et Alex Dunn, qui a roulé pour McLaren lors de la FP1 à la place d'Oscar Piastri à Monza, n'a marqué aucun point. En fait, il a été yeeté hors piste par Arvid Lindblad qui a été pénalisé. Donc, un 0 pointé pour l'Irlandais qui est à 124 points. La prochaine épreuve de F2, c'est dans 2 semaines à Bakou. En Formule 3,
Monza était la dernière épreuve de la saison 2025 et c'est Tassanapol Intra Fuvasak qui a gagné pour Campos devant Nicolas Tsolov et Noël Léon, Brad Benavides 4e et Raphaël Camara, le champion de la série en 2025, termine 5e. Et dans la course sprint, en fait, Tim Tranmitz était supposé être le vainqueur, mais il a été pénalisé de 10 secondes pour une infraction pré-course. Donc, il a chuté de la première à la 18e place, ce qui fait en sorte que c'est Roman Bielinski qui a hérité de la victoire devant Martinus Stenshorn et Lawrence Van Hoopen complète le podium. Matthias Zagazeta est 4e et Mari Boya 5e. Au classement des pilotes, en fait, le classement final, Raphaël Camara a remporté le championnat avec 166 points. Nicolas Tsolov termine 2e avec 124 points. Mari Boya, 3e avec 116 points. Tim Tranmitz est 4e avec 94 points. Et Martinus Stenshorn est 5e avec 89 points. Donc, repos pour la Formule 3 qui a terminé sa saison à Monza. C'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Alors, je vais me mettre à l'écriture parce que je crois qu'il y a des sujets qui m'intéressent et que j'ai envie de parler. Je vais revenir évidemment un peu plus en écrit sur ce que j'ai pensé du Grand Prix d'Italie. Donc, ce sera sur le bulletingp.substack.com. D'ailleurs, j'ai écrit un texte revenant un peu plus en détail sur le Grand Prix des Pays-Bas si ça vous intéresse de le lire. Sinon, cet épisode est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, pas Google Podcast, ça n'existe plus, mais plutôt YouTube. Partout, le Bulletin GP est disponible. On est sur Facebook, Blue Sky, Threads et Instagram @le bulletin GP. Et évidemment, il y a le groupe Facebook, La Monoplace. Alors, là-dessus, je vous laisse. Je sais que la saison pour ceux qui nous écoutent au Québec, puis même pour les intéressés en France, la saison de NFL va commencer. Donc, je vais probablement passer le reste de mon dimanche à regarder du football mur à mur. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. On se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Faites attention à vous, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine fois. Salut tout le monde!